Préface à la logique et aux catégories d'Aristote par Jules Barthélemy Saint-Hilaire suite. Cependant, il est dans le système d'Aristote un point de la dernière importance où son génie pâlit et où Platon son maître et Kant même pourraient lui en beaucoup apprendre, c'est la théorie de l'universel. Il est facile de voir tout ce que cette question a de grave d'abord par elle-même et surtout dans la doctrine aristotélicienne. L'entendement arrive sans aucun doute à des notions universelles d'une évidence entière, éclatante et qui projettent leur lumière propre sur toutes les autres parties de la connaissance. Ces notions universelles sont les principes dans le syllogisme et dans les catégories, ce sont les termes généralissimes, les idées d'espèce et de genre que les scolastiques ont nommés les universaux et dont la nature équivoque a donné naissance à ce long débat du réalisme et du nominalisme. Aristote ne s'est point demandé dans les catégories d'où venaient ces termes universels. Mais en terminant sa logique pure, à la fin de la théorie de la démonstration ou derniers analytiques, il a esquissé en quelques traits la formation des principes dans l'entendement. Le problème du reste est le même pour les universaux proprement dits et pour les principes. Bien résolu pour les uns, il l'est également pour les autres. Dans une science qui n'a pas d'autre but que la démonstration et qui n'étudie tout le reste qu'en vue de ce seul objet, l'origine des principes et leur rôle dans l'entendement est une question capitale. Il ne suffit pas de dire exactement les règles qu'on doit suivre pour arriver du principe évident dont on part à la conséquence que l'on cherche. Il ne suffit même pas d'énumérer scrupuleusement tous les caractères que ce principe doit avoir par lui-même pour que la conclusion qui en sort soit démontrée. Il faut en outre savoir comment ce principe s'est formé et comment il s'est imposé à l'esprit. Bien plus, il serait encore possible, par des règles sages et circonspectes, d'apprendre à l'esprit à ne recevoir que des principes vrais et à se défendre des principes faux. Aristote a essayé seulement de nous montrer comment les principes vrais ou faux se forment en nous. Quant à la seconde partie de la recherche, il l'a négligée, et c'est justement par cette lacune de son système que s'est plus tard introduite la réforme, tentée par Bacon et après tant d'autres, tout partisan qu'est Bacon de la théorie aristotélicienne de l'universel et réalisée seulement par Descartes. Voilà donc dans la doctrine de l'universel, telle qu'Aristote l'a comprise, une très grave omission, et l'on verra bientôt comment l'esprit humain a essayé de la combler en reprenant les indications de l'école socratique et platonicienne. Mais Aristote pourrait, jusqu'à un certain point, renvoyer cette portion de la théorie à l'art, qui ne l'a point traitée dans toute son étendue, et relever peut-être par cette haute fonction la dialectique qui, comme il le proclame lui-même, investigatrice de sa nature, nous ouvre la route vers les principes des sciences. Topique, livre 1, chapitre 2, paragraphe 6. Et, citation, est commune à toutes les sciences sans exception. Derniers analytiques, livre 1er, chapitre 2, paragraphe 6. Il pourrait, jusqu'à un certain point, dans le domaine de la logique pure, répudier une question qui en sort et qui l'excède. Mais dans cette partie de la théorie de l'universel qu'il a cru devoir traiter, est-il à l'abri de toute critique ? A-t-il vu la vérité comme dans le reste de l'organon ? Voilà ce qu'on peut justement lui demander. Ici, la pensée d'Aristote revêt une forme indécise, comme il arrive à toute pensée obscure et trop peu arrêtée. Les principes viennent de la sensation, et c'est l'induction qui les transmet à l'entendement, lequel est seul en relation avec eux. La connaissance des principes est tout autre que la science donnée par la conclusion, car cette science dérive des principes, et les principes ne dérivent pas d'elle. Mais comment les principes viennent-ils de la sensation ? Aristote répond à ceci par une comparaison, lui qui d'ordinaire s'en défend avec tant de soin, et qui proscrit rigoureusement la métaphore dont il trouvait peut-être que son maître avait abusé. Ce qui se passe dans l'entendement, selon lui, ressemble beaucoup à ce qui se passe dans la déroute d'une armée.
Si au milieu du désordre un fuyard s'arrête, un autre s'arrête aussi, puis un troisième, puis encore d'autres à la suite, et bientôt les rangs se reforment et l'ordre entier de la bataille se rétablit. De même, dans l'entendement, une première sensation venue d'un individu quelconque qui laisse une trace. C'est un premier temps d'arrêt. Une seconde sensation toute pareille à la première y laisse une trace analogue, plus marquée sans doute, puis une troisième, puis une quatrième, et ces marques toujours identiques, puisqu'elles viennent toujours d'individus qui spécifiquement n'offrent pas la moindre différence, forment enfin dans l'entendement la notion universelle, c'est-à-dire un principe. Le procédé de l'entendement est dans ce cas ce qu'on appelle l'induction. Confère Derniers Analytiques, livre 2, chapitre 19, verset paragraphe 7 à la fin. C'est l'induction qui nous donne les principes en aidant l'entendement à élever les faits particuliers jusqu'à la hauteur d'une notion universelle. Mais comme c'est la sensibilité seule qui nous révèle les faits particuliers, Aristote n'hésite pas à dire que c'est de la sensation uniquement que vient la connaissance des principes. Les principes ne naissent pas spontanément en nous, et encore moins sont-ils innés dans l'âme, comme Platon l'avait toujours soutenu. Et la preuve, c'est que nous ne les connaissons pas avant que l'association ne les ait formés, et qu'il serait également absurde et de penser que tout en ayant ces principes en nous, nous les ignorons cependant, et de penser que nous les tirons d'autres principes plus notoires sans qu'il y ait de limite à cette génération de principes par des principes. Tels sont les traits les plus saillants de la théorie de l'universel chez Aristote. Est-elle suffisante et quel en est le vrai caractère ? On ne peut pas dire que cette théorie soit purement sensualiste, car en voulant tirer tout de la sensation, Aristote n'en fait pas moins une part très spéciale à cette faculté de l'intelligence qu'il appelle l'entendement. Il n'en donne pas moins à cette faculté cette énergie particulière de retenir tout au moins les traces des faits particuliers et de convertir leur multiplicité variable en une unité indivise qui ne peut plus changer. Ce n'est point là une sensation transformée comme on a pu l'entendre plus tard l'école qu'on dit yassienne. À côté de la passivité évidente de l'intelligence, il y a certainement aussi une activité sur laquelle Aristote n'insiste pas assez, mais qu'il n'omet point. Si cette théorie n'est pas sensualiste, on peut bien moins encore soutenir qu'elle soit spiritualiste. Il faut réserver ce nom pour les systèmes qui, tout en admettant l'élément empirique de la connaissance, déclarent nettement que cet élément ne suffit pas et qu'il faut que l'esprit le complète en lui adjoignant un autre. La pensée d'Aristote n'est ni sensualiste tout à fait, ni assez spiritualiste. Elle est équivoque, et elle est déjà sur la pente où quelques-uns de ses successeurs ne sauront point se retenir et où se précipitera plus d'une école en invoquant bien qu'à tort le grand nom du péripathétisme. Le fameux axiome « Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu » « Rien n'est dans l'intellect qui ne soit d'abord dans le sens » n'est pas d'Aristote, malgré des autorités sans nombre et dont quelques-unes sont assez graves qui l'ont affirmé.